L'été 1907 baignait Dublin d'une lumière dorée, mais derrière les murs austères du château qui dominait la ville, un silence étrange se préparait à entrer dans l'histoire. Dans une chambre forte, protégée par des portes de fer et des serrures réputées inviolables, reposaient les joyaux de la couronne irlandaise. Des pierres précieuses venues de lointaines contrées, serties dans des pièces cérémonielles destinées à orner les dignitaires de l'ordre de Saint-Patrick, une chevalerie créée au XVIIIe siècle pour lier l'Irlande au trône britannique. Ces joyaux n'étaient pas aussi célèbres que ceux de la Tour de Londres, mais pour beaucoup, ils incarnaient le pouvoir de l'Empire sur une île en pleine effervescence nationaliste. Une étoile étincelante, une croix sertie de rubis, une épée solennelle, symbole de loyauté et de prestige, mais aussi, selon certains, porteur d'une charge ésotérique héritée des loges maçonniques auxquelles appartenaient plusieurs membres de l'ordre. Le 6 juillet 1907, à la veille d'une visite officielle du roi Édouard VII, le scandale éclata. Les joyaux avaient disparu. Pas de porte fracturée, pas de coffre éventré, aucune trace de lutte. Le coffre était intact, soigneusement fermé, mais vide. Comme si les trésors s'étaient évaporés dans l'air, traversant les murs de pierre épaisse du château. L'homme en charge de la sécurité, Sir Arthur Vicard, héraldiste excentrique et amateur de whisky, fut immédiatement soupçonné. On savait qu'il organisait parfois des réceptions privées dans les salles du château, que les clés circulaient de main en main sans grande rigueur. Certains témoignages affirmaient même qu'on l'avait trouvé endormi, ivre, à quelques pas du coffre. Mais pouvait-on vraiment imaginer qu'un fonctionnaire, aussi imprudent fût-il, orchestre l'un des vols les plus humiliants de l'histoire britannique? L'enquête officielle fut un désastre. Mal dirigée, étouffée par la hiérarchie, elle ne donna aucun résultat concret. Les suspects se multipliaient, mais aucune preuve ne surgissait. Les regards se tournèrent alors vers des figures inattendues. Francis Shackleton, frère du célèbre explorateur Ernest Shackleton, fut désigné par la rumeur. Ses dettes de jeu, son train de vie extravagant et surtout son accès privilégié au château faisaient de lui un coupable idéal. Mais, une fois encore, aucune charge formelle ne fut tenue. À mesure que le temps passait, les hypothèses se faisaient plus étranges. Certains affirmaient que le vol n'avait jamais eu lieu, que les joyaux avaient été retirés discrètement par ordre secret du roi, de peur qu'ils ne tombent entre les mains des indépendantistes. D'autres imaginaient qu'ils avaient été murés à l'intérieur même du château, protégés dans l'attente d'un moment plus propice. Et puis il y avait les théories les plus sulfureuses, l'idée que ces joyaux, conçus avec des symboles occultes, avaient été subtilisés par une société secrète, peut-être pour accomplir un rituel interdit ou dissimuler des vérités que le peuple n'aurait jamais dû connaître. Lorsque l'Irlande devint État libre en 1921, l'affaire fut balayée dans le tumulte de la guerre d'indépendance. Vicard, discrédité, fut assassiné dans des circonstances troubles. Officiellement par des rebelles, mais beaucoup murmurèrent qu'il avait été réduit au silence parce qu'il savait trop de choses, ou trop peu. Aujourd'hui encore, les visiteurs du château de Dublin marchent dans des couloirs imprégnés de ce mystère. Certains guides affirment qu'à la tombée de la nuit, on peut entendre des échos, comme des pas précipités ou le grincement d'une serrure invisible. Les joyaux n'ont jamais été retrouvés. Pas un éclat de diamant, pas un fragment de métal précieux. Comme s'ils avaient glissé hors du temps, devenant l'un des secrets les mieux gardés de l'Empire britannique. Alors, que s'est-il vraiment passé? Était-ce une simple histoire de négligence et de cupidité, ou bien un complot orchestré au sommet même de l'administration impériale? Et si ces joyaux n'étaient pas seulement des symboles de pouvoir, mais les clés d'un savoir caché, trop dangereux pour être exposés au grand jour? Ce qui est certain, c'est que ce premier scandale ouvrait une longue liste de mystères qui allaient hanter l'Empire britannique. Car derrière les cartes coloniales soigneusement tracées, derrière la façade d'un empire qui se disait invincible, s'étendait un monde d'ombres, d'artefacts disparus, de sociétés occultes et de secrets trop dérangeants pour être révélés. Et ce n'était que le début. La disparition de Lord Lucan. Londres, 7 novembre 1974. Une nuit froide enveloppait le quartier chic de Belgravia, là où les façades blanches semblaient éternelles, figées dans le temps, témoins muets de la grandeur britannique. Mais derrière ces murs élégants, dans une maison du 46 Lower Belgrave Street, se déroulait une tragédie qui allait devenir l'un des mystères les plus fascinants et les plus dérangeants de l'histoire moderne de l'Empire britannique déclinant. Sandra Rivett, la nourrice des enfants de la famille Bingham, fut retrouvée assassinée dans le sous-sol de la demeure. Son corps, enveloppé à la hâte dans une toile, témoignait d'une violence brutale.
Quelques heures plus tard, Lady Veronica Lucan, l'épouse du comte, apparut ensanglantée, hagarde, affirmant que son mari avait tenté de la tuer. L'accusé n'était pas n'importe qui. Richard John Bingham, le 7 comte de Lucan. Aristocrate, joueur compulsif, membre de l'élite londonienne, héritier d'une lignée prestigieuse, il disparut cette nuit-là comme si la terre elle-même l'avait englouti. Le scandale éclata aussitôt. Comment un homme issu des plus hautes sphères de la société britannique, habitué aux salons feutrés et aux clubs privés, pouvait-il se transformer en assassin et en fugitif? Les journaux se déchaînèrent, la police lança une chasse à l'homme, les frontières furent alertées. Pourtant, malgré l'ampleur de l'enquête, aucune trace tangible du comte ne fut jamais retrouvée. Pas un corps, pas une valise abandonnée, pas une dépouille identifiée. Lord Lucan semblait s'être évaporé dans l'air glacé de cette nuit londonienne. Ce mystère ne tarda pas à alimenter les théories les plus extravagantes. Certains affirment qu'il s'était suicidé peu après le crime, son corps disparut dans les flots de la Manche. D'autres le virent embarqué vers l'Afrique du Sud ou l'Amérique du Sud, protégé par de puissants alliés. Des témoins jurèrent l'avoir aperçu dans des casinos d'Afrique, dans des ranchs australiens ou même sur des plages du Mozambique. Comme un spectre, son nom surgissait aux quatre coins du globe, jamais confirmé, toujours insaisissable. Mais au-delà des rumeurs d'exil, l'affaire de Lord Lucan souleva des questions plus profondes sur le cœur même de l'aristocratie britannique. Comment un homme élevé dans le privilège absolu, façonné par Eton et les traditions, avait-il pu sombrer dans un tel chaos? Certains y virent le signe d'une décadence de la noblesse, d'autres la marque d'une protection silencieuse orchestrée par des cercles influents. Car ce qui dérangeait le plus, ce n'était pas seulement sa disparition, mais la possibilité qu'on ait laissé faire. De nombreux indices restèrent inexpliqués. La voiture du comte fut retrouvée ensanglantée, abandonnée près de la côte. Mais aucun corps, aucun témoin fiable de ces derniers instants. Lady Lucan, blessée mais survivante, raconta son agression avec une précision troublante, mais ses propres contradictions alimentèrent le doute. Et puis il y avait le silence de certains membres de la haute société, trop prompts à étouffer les scandales, trop soucieux de préserver l'image d'un monde qui s'effritait. Avec le temps, le mystère s'épaissit au lieu de s'éclaircir. En 2016, un certificat de décès fut officiellement délivré, déclarant Lord Lucan mort. Mais pour beaucoup, ce document n'était qu'un geste administratif, une tentative de clore un dossier embarrassant. Car les rumeurs, elles, ne se sont jamais tues. Pour certains, Lord Lucan vivrait encore, sous une nouvelle identité, protégé par les restes d'un réseau impérial souterrain. Pour d'autres, il aurait été exécuté en secret pour protéger des secrets plus vastes, liés non pas seulement à un drame domestique, mais à des affaires d'État. Car il est là, le cœur du mystère. Et si l'affaire Lucan n'était pas seulement celle d'un aristocrate joueur et meurtrier en fuite, mais une façade pour quelque chose de plus grand, de plus sombre, dans les archives du MI5, certains dossiers classés à l'époque ne furent jamais ouverts au public. Des témoins affirment que des agents surveillaient déjà Lucan pour ses fréquentations douteuses et ses dettes colossales. Et si, derrière le scandale mondain, se cachait une opération plus vaste, une toile de mensonges et de secrets propres au vieil empire, ce n'était pas la première fois, ni la dernière, que la Grande-Bretagne voyait disparaître une figure de son élite dans des circonstances troubles. Comme si, dans l'ombre de ses palais et de ses clubs privés, existait un autre monde, un réseau où se mêlaient aristocratie, espionnage, sociétés occultes et dettes de jeu qui dépassaient les simples pertes au casino. Aujourd'hui encore, la maison de Belgravia semble porter le poids de ce drame. Certains affirment entendre des bruits étranges, des échos de cris étouffés, comme si la nuit de 1974 ne s'était jamais vraiment terminée. L'affaire Lucan reste une cicatrice dans la mémoire britannique, un rappel que même au sommet de la gloire impériale, des ombres indomptables rôdaient. Et ce mystère, loin d'être isolé, n'est qu'un maillon d'une longue chaîne. Car à peine refermé, il ouvre la porte à un autre secret, encore plus vaste et plus ancien. Car si un homme peut disparaître dans le Londres moderne, que dire alors d'une expédition entière engloutie dans les hauteurs du Tibet, sous le regard des dieux et des montagnes? L'expédition interdite au Tibet. Lorsque l'on évoque l'Empire britannique, on pense souvent à ses conquêtes en Inde, à ses flottes qui sillonnaient les océans, ou encore à ses colonies africaines. Mais l'un des épisodes les plus mystérieux et les plus troublants de son histoire se déroule loin des mers, au cœur des montagnes les plus inaccessibles de la planète, l'Himalaya.
car en 1903, le gouvernement britannique décida d'envoyer une expédition militaire dans un territoire fermé au monde extérieur, le Tibet. Une mission officiellement diplomatique, mais dont les ombres révèlent encore aujourd'hui un entrelac de secrets, de violences et d'énigmes jamais élucidées. Tout commence à l'aube du XX siècle. L'Empire britannique craint que la Russie tsariste, sa grande rivale dans ce que l'on appelle alors le Grand Jeu, n'étende son influence jusqu'au Tibet, ce royaume isolé, mystérieux et auréolé de légendes spirituelles. Officiellement, Londres prétend vouloir ouvrir des routes commerciales et établir un dialogue avec le Dalai Lama. Mais derrière ce discours policé, l'expédition qui quitte l'Inde britannique sous le commandement du colonel Francis Youngusban ressemble davantage à une invasion. Les troupes britanniques, accompagnées de milliers de porteurs et de contingents armés, franchissent les cols glacés et avancent vers Lhasa, la capitale interdite. Mais dès les premières étapes, l'expédition prend un tournant sinistre. Des villages entiers sont écrasés sous la puissance de l'artillerie moderne, des centaines de moines tibétains armés seulement de vieux fusils ou d'armes traditionnelles sont massacrés. Les rapports officiels minimisent les pertes, mais certains témoins parlent de véritables charniers laissés derrière les colonnes britanniques. Cependant, ce n'est pas seulement la brutalité militaire qui intrigue les historiens. Ce sont les zones d'ombre, les silences dans les archives. Car les hommes de Youngusban ne se sont pas contentés d'ouvrir une route à coups de canon. Ils auraient, selon des récits fragmentaires, pénétré dans des monastères interdits, confisqué des manuscrits anciens, emporté des statues et des objets rituels dont la signification reste encore aujourd'hui énigmatique. Certains documents parlent d'écrits relatifs à une prophétie reliant le Tibet à des dynasties occidentales. D'autres évoquent la découverte de cartes détaillées de régions encore inexplorées, gravées sur des tablettes de pierre. La question obsédante est la suivante. Que cherchait réellement l'Empire britannique au Tibet? Était-ce seulement une manœuvre géopolitique ou existait-il un objectif plus secret, lié à des connaissances ésotériques? Car Youngusban lui-même, après son retour, changea radicalement. De militaire froid et pragmatique, il devint un mystique convaincu, obsédé par la spiritualité orientale et les révélations spirituelles qu'il disait avoir vécues dans l'Himalaya. Que s'était-il passé là-haut, parmi les sommets glacés et les monastères millénaires? Les archives britanniques relatives à l'expédition restent, pour une grande partie, classifiées ou manquantes. Pourquoi ce silence prolongé? Officiellement, il s'agirait de protéger des informations diplomatiques sensibles. Officieusement, certains historiens pensent que les documents contenaient des révélations qui auraient bouleversé l'image publique de l'expédition. Car il est clair que ce n'était pas seulement une mission militaire, c'était une chasse au savoir interdit. Dans les récits non officiels, des rumeurs étranges persistent. On dit que les soldats auraient découvert une chambre souterraine, creusée sous un monastère, remplie de fresques décrivant des événements apocalyptiques. D'autres affirment que certains officiers britanniques emportèrent avec eux des textes relatifs à une énergie spirituelle capable d'influencer les esprits et de contrôler des foules entières. Des légendes locales racontent même qu'un artefact sacré disparut à cette époque, un objet que les moines considéraient comme le cœur spirituel de leur communauté. Mais au-delà des mystères matériels, l'expédition laisse derrière elle un autre héritage, celui des voix réduites au silence. Les populations tibétaines, frappées par une violence inouïe, furent privées de leurs récits. Leurs archives orales parlent de démons venus de l'ouest, armés de feu et de tonnerre, qui avaient franchi les cols pour briser l'harmonie des montagnes sacrées. Ces récits, marginalisés par l'histoire officielle, résonnent aujourd'hui comme une mémoire occultée. Alors, que s'est-il vraiment passé dans l'Himalaya en 1903-1904? Était-ce seulement un épisode brutal de l'impérialisme britannique, ou bien une opération dissimulant la quête de connaissances anciennes, peut-être même de technologies oubliées? Pourquoi Youngusban, l'homme de guerre, revint-il transformé en apôtre de la mystique universelle? Et pourquoi certains des artefacts rapportés disparurent-ils mystérieusement dans les collections privées de l'élite londonienne? Le mystère du Tibet illustre une constante de l'histoire impériale. Derrière la façade des conquêtes et des traités se cachent des ombres faites de secrets, de pillages occultes et de révélations interdites. Comme pour les joyaux de la couronne irlandaise et la disparition de Lord Lucan, une vérité dérangeante affleure. Le pouvoir impérial n'était pas seulement économique et militaire, il touchait aussi à des forces plus insaisissables, des forces que l'on préféra enfouir sous le silence. Et ce silence, comme toujours, n'est jamais total. Car si l'ombre de l'Himalaya recèle encore ses énigmes,
une autre histoire, cette fois-ci liée à l'Afrique et à une mystérieuse prophétie oubliée, attend à son tour de revenir à la lumière. La prophétie africaine est la reine Victoria. Le VIe siècle fut celui où l'Empire britannique atteignit son apogée. Des Indes aux Caraïbes, des plaines canadiennes aux déserts africains, son drapeau recouvrait près du quart de la surface terrestre. Mais derrière les triomphes militaires et les avancées industrielles, l'expansion coloniale s'accompagnait d'une fascination presque obsessionnelle pour les mystères des terres conquises. Parmi ces récits, l'un des plus étranges relie la reine Victoria elle-même à une prophétie africaine oubliée, une histoire que l'on retrouve à demi effacée dans les marges de vieux journaux coloniaux et dans les souvenirs troublants de missionnaires. Tout commence en Afrique centrale, au cœur de régions que les Européens décrivaient alors comme inexplorées. Les missionnaires anglicans, installés au bord du lac Tanganyika, recueillaient non seulement des âmes pour leur foi, mais aussi des récits locaux, transmis de génération en génération. L'un de ces récits évoquait une prophétie, l'arrivée, un jour, d'une femme venue de l'autre côté des mers, portant dans son sang le destin de plusieurs nations, et dont le règne serait marqué par une période de gloire et de ruine. Lorsque ces histoires parvinrent à Londres, elles furent perçues comme de simples curiosités ethnographiques. Mais certains détails commencèrent à intriguer. La prophétie parlait d'un empire immense qui s'étendrait jusqu'à ce que le soleil ne puisse jamais s'y coucher. Elle mentionnait une mer vêtue de noir, dont le deuil marquerait un tournant fatal pour ses peuples. Ces coïncidences avec l'image de Victoria, surnommée la veuve de Windsor, après la mort du prince Albert en 1861, frappèrent certains esprits à la cour. On raconte que des explorateurs, chargés par la Royal Geographical Society, cherchèrent à en savoir plus. Dans leurs carnets, aujourd'hui dispersés entre archives officielles et collections privées, on trouve des notes confuses, références à des manuscrits en peau séchée, gravures représentant une femme couronnée entourée de lions, et mentions de prêtres africains parlant d'un règne long et lourd de secrets. Certains de ces documents auraient été volontairement écartés des publications officielles, jugés trop étranges pour l'époque victorienne. Mais pourquoi ce récit, parmi tant d'autres légendes coloniales, suscite-t-il encore aujourd'hui l'intérêt des chercheurs? Parce qu'il semble avoir marqué la reine elle-même. Des lettres privées, interceptées ou mal conservées, montrent que Victoria s'interrogeait sur le sens de son rôle et sur le poids presque mystique de son règne. Dans un brouillon inachevé, elle écrit « Si les terres lointaines me voient déjà dans leur vision, alors qu'est-ce que le destin m'impose vraiment ?» Ces lignes, jamais publiées de son vivant, furent découvertes après sa mort en 1901, puis soigneusement rangées dans les archives royales. Certains historiens pensent que la prophétie fut utilisée politiquement pour renforcer l'image quasi sacrée de la monarchie britannique. Mais d'autres y voient au contraire un avertissement, car si le règne de Victoria fut celui de l'expansion, il fut aussi celui où s'annonçaient les fissures. Derrière la gloire impériale se préparaient les germes des révoltes, des luttes nationalistes et des effondrements à venir. Et cette idée d'une reine prophétisée en Afrique, portant la grandeur et la chute de son empire, semblait résonner d'une manière inquiétante. Au début du XXe siècle, un missionnaire du nom de Joseph Atkinson publia un récit dans lequel il affirma avoir vu de ses propres yeux un autel dédié à cette prophétie. Selon lui, l'autel portait une inscription traduisible ainsi « Quand viendra la femme au voile noir, l'ombre s'allongera sur l'empire du soleil ». Ce texte, jugé fantaisiste à l'époque, fut discrédité par les cercles académiques. Mais le manuscrit original d'Atkinson disparut mystérieusement de la bibliothèque où il était conservé, ne laissant que quelques citations reprises dans des revues obscures. Les sceptiques affirment que toute cette histoire n'est qu'une construction coloniale, un exemple typique où les Européens projetaient leurs obsessions sur des récits locaux. Mais même peine à expliquer pourquoi certains documents restent encore aujourd'hui classifiés, notamment au sein des archives royales britanniques. Qu'y a-t-il donc de si compromettant dans de vieilles légendes africaines? D'autres, plus audacieux, avancent une théorie plus troublante, que la prophétie ne parlait pas seulement de Victoria, mais de la dynastie dans son ensemble. Dans ce cas, les secousses qui frappèrent l'Empire après sa mort, la Première Guerre mondiale, l'érosion progressive des colonies, l'émergence des indépendances prendraient une dimension presque prédestinée. Il reste difficile de séparer le mythe de la réalité. Pourtant, un fait demeure. Dans les années 1880, plusieurs objets rituels furent expédiés depuis l'Afrique vers Londres et certains figurent encore aujourd'hui dans des musées sous des appellations vagues, comme artefacts d'origine inconnue. Parmi eux, une statuette représentant une femme en deuil, couronnée, assise entre deux lions.
Les conservateurs évitent soigneusement de la relier à la légende, mais les chercheurs indépendants y voient un écho direct à la prophétie. Ainsi, l'histoire de Victoria et de la prophétie africaine n'est pas seulement une anecdote coloniale. Elle révèle la manière dont l'Empire britannique, obsédé par le contrôle, redoutait en secret l'idée qu'il puisse être pris dans un destin qui le dépassait. Car parfois, ce ne sont pas seulement les armes et les traités qui font les empires, mais aussi les croyances, les mythes et les visions qui les hantent. Aujourd'hui encore, certains passionnés affirment que la prophétie africaine n'a pas livré toutes ses clés. Peut-être repose-t-elle dans un coffre oublié, dans les archives royales ou dans une collection privée. Peut-être est-elle encore transmise oralement dans les villages d'Afrique centrale. Quoi qu'il en soit, son pouvoir narratif demeure intact. Il nous rappelle que l'histoire officielle de l'Empire n'était qu'une façade et que dans ses marges se cachent des récits capables de renverser notre compréhension de ce passé glorieux et sombre à la fois. Et ce n'est que le début, car d'autres mystères, liés cette fois aux profondeurs de l'océan Indien et aux disparitions étranges d'expéditions maritimes britanniques, attendent encore de remonter à la surface. Les disparitions énigmatiques des expéditions maritimes britanniques. Au VIe siècle, l'Empire britannique ne se contentait pas de dominer les terres. Sa puissance reposait aussi sur la mer, sur des navires sillonnant les océans pour commercer, conquérir et explorer. Les mers étaient son artère vitale, et les expéditions maritimes représentaient l'avant-garde de son prestige. Mais derrière la gloire des découvertes se cache une série de disparitions troublantes, des navires engloutis non seulement par les flots, mais aussi par un voile de mystère qu'aucune enquête officielle n'a jamais réussi à dissiper. Parmi elles, l'une des plus célèbres est sans doute celle de l'Erebus et du Terror, parti en 1845 sous le commandement de Sir John Franklin pour trouver le légendaire passage du Nord-Ouest. Officiellement, l'expédition devait percer l'un des derniers secrets de la cartographie mondiale. Mais 3 ans plus tard, les navires furent portés disparus, et ce qui suivit ressemble davantage à une chronique de malédiction qu'à un récit d'exploration. Lorsque les premiers secours arrivèrent dans l'Arctique, ils ne trouvèrent que des indices fragmentés, des boîtes de conserve rouillées, des restes humains portant des traces de cannibalisme, et un étrange message griffonné indiquant que les navires avaient été abandonnés. Le mystère persista pendant plus d'1 siècle, jusqu'à la découverte des épaves en 2014 et 2016. Pourtant, même avec ces trouvailles, les questions demeurent. Pourquoi les équipages, équipés des meilleures technologies de l'époque, n'ont-ils pas survécu? Et surtout, pourquoi certains témoignages inuits évoquent-ils des hommes blancs au regard vide, errant comme des ombres sur la glace? Mais l'expédition Franklin n'est que la partie visible d'un iceberg de disparition. Car l'histoire maritime britannique regorge de cas moins connus mais tout aussi intrigants. En 1881, le Resolute, un navire utilisé dans une expédition arctique, fut retrouvé intact, dérivant sans équipage au large du Groenland. Les lits étaient encore faits, la vaisselle rangée, mais aucun marin ne fut jamais retrouvé. On dit que certains objets du Resolute furent récupérés et intégrés au trésor de la couronne, comme le bureau offert à la reine Victoria, aujourd'hui encore dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Un rappel étrange de ce navire fantôme et de ses marins disparus. D'autres disparitions concernent les routes impériales. Dans l'océan Indien, plusieurs navires affectés au transport de cargaisons précieuses entre l'Inde et la métropole furent signalés comme perdus en mer, sans que les conditions météorologiques puissent l'expliquer. L'HMS Atlanta, en 1880, disparut avec plus de 280 hommes à bord. Les rapports évoquent une tempête soudaine, mais aucune trace de l'épave ne fut jamais retrouvée. Certains marins superstitieux affirmaient que le navire avait pénétré dans une mer interdite, une zone connue pour ses brouillards étranges et ses courants impossibles à cartographier. Plus troublant encore est le cas du SS Waratah, surnommé le Titanic de l'hémisphère sud. Ce paquebot britannique disparut en 1909 au large de l'Afrique du Sud avec plus de 200 passagers à bord. Ni débris, ni cadavres, ni signaux de détresse ne furent jamais retrouvés. Les rumeurs se multiplièrent, certains parlaient d'un complot pour faire disparaître des cargaisons sensibles, d'autres évoquaient une tempête si soudaine qu'elle aurait englouti le navire en quelques minutes. Mais la légende la plus persistante reste celle d'un capitaine affirmant avoir vu le Waratah dériver des années plus tard, vide, tel un navire fantôme. À mesure que l'on explore ces disparitions, un motif troublant émerge, le silence des autorités impériales. Chaque fois, les enquêtes officielles concluent rapidement à des accidents, à des tempêtes imprévisibles ou simplement à la malchance.
Mais dans les marges des rapports, des anomalies subsistent, journaux de bord disparus, témoignages contradictoires, et parfois même des ordres directs de la couronne exigeant que certains détails ne soient pas rendus publics. Certains chercheurs indépendants avancent que ces disparitions seraient liées à des cargaisons particulières, transportant des objets d'importance stratégique ou symbolique. Dans le cas du Waratah, des rumeurs mentionnent des pierres précieuses confisquées en Afrique australe, supposément liées à des rituels locaux. Pour l'Erebus et le Terror, des documents non publiés évoquent la présence à bord d'objets rapportés de fouilles archéologiques en Égypte qui auraient pu être la source de superstitions d'équipage. D'autres vont encore plus loin, parlant de zones maritimes où les lois de la nature semblent se plier. Bien avant que le mythe du triangle des Bermudes ne devienne célèbre, les marins britanniques parlaient déjà de régions maudites où la boussole perdait son or, où les étoiles semblaient disparaître derrière des voiles de brume. Les archives de la marine britannique mentionnent discrètement des phénomènes lumineux, des disparitions soudaines d'escadres entières. Mais ces notes furent souvent classées comme anecdotiques et écartées des rapports officiels. Ce qui rend ces disparitions encore plus fascinantes, c'est la manière dont elles continuent à hanter l'imaginaire populaire. Chaque fois qu'un navire fantôme est aperçu, chaque fois qu'un cargo moderne disparaît mystérieusement, les journaux britanniques n'hésitent pas à rappeler ces affaires anciennes. Et toujours, la même question revient. L'Empire a-t-il volontairement occulté certains secrets maritimes pour protéger son image d'invincibilité? Aujourd'hui, des expéditions modernes équipées de technologies sophistiquées continuent de chercher les épaves manquantes, espérant résoudre ces mystères. Mais même lorsqu'on retrouve des navires comme l'Erebus, l'impression demeure que la mer ne livre jamais toute la vérité. Car au-delà des bois gonflés d'eau salée et des ancres rouillées, ce qui se perd dans ces disparitions, c'est une part du récit officiel de l'Empire britannique, un récit où l'océan semble rappeler que même les plus grands empires restent fragiles face à l'inconnu. Et au fond, peut-être est-ce là la véritable leçon de ces disparitions, que malgré ses cartes, ses armes et sa flotte, l'Empire britannique n'était pas maître des mers, mais seulement un invité toléré par elle. Les océans, comme les empires, ont leurs secrets, et ceux-ci ne se révèlent qu'à ceux qui savent écouter les silences des vagues. Les sociétés secrètes au cœur de l'Empire. L'Empire britannique, souvent décrit comme une puissance militaire, commerciale et politique, avait aussi une autre dimension, plus obscure, rarement évoquée dans les manuels scolaires. Car derrière les façades officielles de Westminster et les cérémonies solennelles de Buckingham existaient des cercles invisibles, des réseaux occultes qui tiraient les ficelles du pouvoir. Ces sociétés secrètes, nourries de rites anciens et d'idéologies ésotériques, ont façonné certains des événements les plus décisifs de l'histoire impériale. L'exemple le plus connu et le plus controversé est celui de la franc-maçonnerie. Dès le XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie s'était imposée comme une force sociale incontournable dans les élites britanniques. Ministres, militaires, banquiers et même membres de la famille royale appartenaient à des loges où l'on prêtait serment dans l'ombre, loin des regards publics. Les loges maçonniques étaient présentes dans toutes les colonies, de l'Inde à l'Afrique, servant à la fois de réseau diplomatique et de plateforme pour propager une vision particulière du monde. Mais certains historiens avancent que derrière les symboles de fraternité et de progrès se cachait une véritable volonté de contrôle global. Les archives révèlent que des gouverneurs coloniaux recevaient parfois plus d'instructions dans les loges que dans leurs bureaux officiels. Des décisions stratégiques, comme la répression de révoltes locales ou la mise en place de traités commerciaux, étaient discutées à huis clos dans des temples maçonniques. Le cas du soulèvement des Sipais en Inde, 1857, a souvent été associé à une réponse impériale étonnamment coordonnée. Des documents suggèrent que les loges britanniques en Inde auraient servi de relais d'information bien plus efficaces que les structures administratives officielles. Mais la franc-maçonnerie n'était pas seule. D'autres cercles plus mystérieux circulaient au cœur de l'Empire. Parmi eux, l'ordre hermétique de l'Aube dorée, Hermetic Order of the Golden Dawn, fondé à la fin du VIe siècle, rassemblait des écrivains, des scientifiques et même des politiciens britanniques fascinés par l'ésotérisme. Leur but affiché, percer les secrets de l'univers à travers la magie, les symboles et l'étude des traditions occultes. Mais certains chercheurs prétendent que ces sociétés n'étaient pas seulement tournées vers la recherche spirituelle. Elles servaient aussi de laboratoires idéologiques où se dessinaient les contours d'un empire plus mystique, où la domination politique se liait à une domination symbolique. Un autre cercle, plus discret encore, est celui qu'on surnomme The Society of the Elect,
mentionné dans les écrits de Cecil Rhodes, l'architecte de la domination britannique en Afrique australe. Rhodes, magnate des diamants et fervent impérialiste, rêvait de créer une confrérie secrète chargée de préserver et d'étendre l'influence britannique à travers le monde. Dans ses testaments, il évoquait l'idée d'une société composée de l'élite, destinée à guider les décisions politiques globales, en secret, pour assurer la suprématie anglo-saxonne. De nombreux chercheurs estiment que ce projet donna naissance, des décennies plus tard, au groupe connu sous le nom de Round Table Movement, qui influença profondément la politique étrangère britannique au début du XX siècle. Ces réseaux secrets étaient parfois entrelacés avec des sociétés beaucoup plus anciennes. Certains historiens marginaux avancent que des ordres médiévaux, comme les chevaliers templiers ou leurs héritiers supposés, auraient survécu dans l'ombre et trouvé refuge dans l'Empire britannique. On cite notamment l'exemple de certaines cérémonies maçonniques qui reprennent des symboles templiers, comme la croix pâtée ou le rituel de la chevalerie spirituelle. De simples emprunts symboliques, ou la preuve que l'Empire britannique se voyait comme l'héritier d'un ordre ancien, destiné à gouverner le monde sous un mandat quasi mystique. Le rôle des sociétés secrètes devient encore plus troublant lorsqu'on l'associe à des événements historiques précis. La guerre des Boers, par exemple, a longtemps été interprétée comme un conflit économique pour le contrôle des mines d'or et de diamants. Mais certains chercheurs soulignent que les sociétés secrètes, en particulier celles liées à Rhodes et aux loges maçonniques d'Afrique du Sud, auraient joué un rôle crucial dans la justification idéologique de la guerre. L'idée d'un destin impérial, selon laquelle la Grande-Bretagne était appelée à diriger le monde, était au cœur de leurs débats internes. De même, lors de la Première Guerre mondiale, des historiens révisionnistes affirment que des loges maçonniques influentes en Europe auraient contribué à accélérer l'entrée de l'Empire britannique dans le conflit. Non pas par hasard, mais pour remodeler la carte du monde selon un plan pensé à long terme. Une thèse certes contestée, mais qui continue d'alimenter la fascination pour le rôle invisible de ces cercles occultes. Ce qui frappe dans toutes ces affaires, c'est la constance du silence officiel. Aucune enquête parlementaire, aucune révélation gouvernementale n'a jamais reconnu le poids réel de ces sociétés. Pourtant, leurs empreintes apparaissent partout, dans les symboles, dans les coïncidences, dans les trajectoires de carrière de ceux qui gravissaient les échelons du pouvoir impérial. Pour certains, ces sociétés secrètes n'étaient qu'un moyen d'établir des réseaux de confiance dans un monde incertain. Pour d'autres, elles étaient le véritable cœur battant de l'Empire, le lieu où se prenaient les décisions que l'histoire officielle dissimule encore. Peut-être est-ce là le plus grand mystère. L'Empire britannique ne reposait pas uniquement sur ses armées, ses colons et ses traités, mais aussi sur des serments murmurés dans l'ombre, des rites codés et des ambitions dissimulées sous le voile des loges. Et si, au fond, le véritable empire n'était pas celui que l'on voyait sur les cartes, mais celui qui se construisait dans les coulisses, invisible, silencieux, éternellement caché aux yeux de ceux qui ne savaient pas où regarder, les secrets oubliés de l'Inde coloniale. L'Inde fut appelée le joyau de la couronne de l'Empire britannique. Ses richesses, sa culture et sa position stratégique en firent le pilier central de la domination impériale. Mais derrière les récits officiels de progrès, d'infrastructures ferroviaires et d'administration moderne, l'Inde coloniale recèle une mosaïque de mystères, de secrets enfouis et de vérités que Londres préférait taire. Car l'Inde n'était pas seulement un territoire dominé, elle était aussi un monde ancien, empreint de légendes, de savoirs perdus et de lieux interdits, que l'Empire tenta d'exploiter ou de dissimuler. L'une des histoires les plus troublantes remonte à la fameuse expédition britannique dans l'Himalaya au début du XX siècle. Officiellement, il s'agissait d'une mission politique et militaire destinée à contrer l'influence russe dans la région du Tibet. Mais des témoins et des journaux privés d'officiers révèlent un autre objectif. L'exploration de monastères isolés qui, selon la rumeur, abritaient des manuscrits d'une antiquité inimaginable. Certains d'entre eux auraient mentionné des connaissances astronomiques et médicales bien en avance sur leur temps. Pourquoi ces documents intéressaient-ils tant l'administration britannique? Et surtout, pourquoi nombre d'entre eux disparurent mystérieusement une fois arrivés à Calcutta? Les archives coloniales mentionnent à peine ces épisodes, mais des lettres privées de fonctionnaires laissent entendre que certains manuscrits furent expédiés discrètement vers Londres. Leur contenu reste inconnu, mais plusieurs chercheurs avancent qu'ils pourraient avoir influencé, dans l'ombre, certains projets scientifiques britanniques au XX siècle. Était-ce une simple curiosité érudite ou la preuve d'une appropriation délibérée de savoirs anciens pour renforcer l'Empire?
D'autres mystères résident dans les ruines anciennes de l'Inde. Des sites comme Mohenjo-Daro et Harappa, appartenant à la civilisation de l'Indus, étaient déjà connus des érudits locaux, mais leur étude systématique ne commença qu'à l'époque coloniale. Les premiers rapports britanniques sur ces fouilles restent surprenants. Ils évoquent des cités si avancées qu'elles possédaient un système d'égouts et d'urbanisme que l'Europe n'avait atteint que des millénaires plus tard. Mais certains passages de ces rapports furent volontairement supprimés avant publication. Selon des témoins, des symboles gravés dans la pierre semblaient représenter des objets volants ou des technologies que personne n'aurait dû connaître à cette époque. Était-ce un excès d'imagination des premiers archéologues ou un secret trop dérangeant pour l'Empire, soucieux de préserver l'image de sa supériorité? Le mystère ne s'arrête pas aux ruines. Dans le Rajasthan, plusieurs voyageurs britanniques du VIe siècle rapportèrent des récits d'armes anciennes capables de produire une lumière destructrice. Ces récits, liés aux textes épiques comme le Mahabharata, furent longtemps relégués au rang de mythes. Pourtant, certains officiers impériaux s'y intéressèrent avec un sérieux surprenant. Des rapports confidentiels de l'armée évoquent même des expéditions discrètes pour retrouver d'éventuelles reliques associées à ces armes des dieux. Aucune preuve tangible n'a jamais été présentée, mais le fait que l'armée impériale elle-même se soit penchée sur ces récits soulève une question. Que cherchait-il réellement? Un autre épisode mystérieux concerne les diamants légendaires de l'Inde, comme le Koh-i-Noor. Officiellement, il fut offert à la reine Victoria après l'annexion du Pendjab en 1849. Mais de nombreux récits indiens affirment que ce transfert fut entouré de malédictions et de rites occultes. Le Koh-i-Noor n'était pas un simple joyau. Il était considéré comme un talisman de pouvoir, garant de la souveraineté. Les traditions locales prévenaient qu'aucun homme ne devait le porter sans attirer la ruine. Or, depuis son arrivée en Angleterre, la pierre ne fut jamais portée par un roi britannique, mais toujours enchâssée dans les bijoux des reines. Était-ce une superstition que l'Empire respectait secrètement, ou la reconnaissance implicite que certaines légendes possédaient un fond de vérité que même la rationalité victorienne ne pouvait balayer? Mais le plus troublant reste sans doute le rôle des sociétés secrètes indiennes dans la résistance à l'Empire. Des groupes comme les Thugs, célèbres pour leurs rituels et leurs assassinats au nom de la déesse Kali, furent décrits par les Britanniques comme des criminels fanatiques. Pourtant, certaines sources laissent entendre que les Thugs n'étaient pas simplement une bande d'assassins, mais les héritiers d'une tradition beaucoup plus ancienne, liée à des savoirs occultes. Des archives coloniales mentionnent même que des officiers britanniques participèrent à des rituels d'interrogatoire si étranges qu'ils frôlaient l'initiation. Et si le but n'avait jamais été uniquement de détruire ces sociétés, mais d'en percer les secrets et d'intégrer leur savoir dans l'arsenal impérial? Enfin, il y a les fantômes de l'Empire, au sens littéral. Dans plusieurs anciennes résidences coloniales, des récits de phénomènes paranormaux furent consignés par des officiers eux-mêmes. À Lucknow, une garnison entière rapporta avoir entendu des tambours invisibles résonner dans la nuit, rappelant les échos de la révolte des Sipahis. À Delhi, des officiers britanniques évoquaient la silhouette d'une femme en sari blanc qui apparaissait dans les couloirs du Fort Rouge, juste avant des événements tragiques. Superstition locale adoptée par des colons impressionnables, aux mémoires profondes d'un pays dont l'histoire refusait d'être effacée par la domination impériale. L'Inde coloniale, présentée par l'Empire comme un territoire civilisé par les chemins de fer et l'administration, cache donc une autre réalité, celle d'un carrefour de savoirs anciens, de reliques mystérieuses et de forces invisibles qui échappaient au contrôle britannique. Loin d'être seulement un espace de conquête matérielle, elle fut aussi un champ de bataille symbolique où s'affrontaient deux visions du monde, celle de la rationalité impériale et celle d'un passé qui refusait de mourir. Et peut-être que le plus grand mystère de l'Inde coloniale n'est pas ce que l'Empire y a découvert, mais ce qu'il a choisi de garder secret. Car certaines vérités, une fois révélées, auraient pu remettre en cause non seulement la domination britannique, mais aussi la vision que l'Occident se faisait de sa propre supériorité. Les disparitions inexpliquées dans les colonies. L'expansion de l'Empire britannique ne se traduisit pas seulement par des conquêtes militaires et des traités diplomatiques. Elle s'accompagna aussi d'ombres, de silence et de mystères que les récits officiels passèrent sous silence. Parmi eux, certains des plus troublants concernent les disparitions inexpliquées explorateurs, officiers, convois entiers et parfois même des villages entiers, qui s'évanouirent dans un néant dont l'histoire ne rend aucun compte clair. Ces disparitions n'étaient pas de simples anecdotes. Elles alimentaient les rumeurs dans les colonies, semaient la peur parmi les populations locales et fragilisaient,
dans l'ombre, l'autorité de l'Empire. Car si l'Empire se voulait invincible, comment expliquer ces absences soudaines, ces vides inexplicables qui semblaient défier toute logique? L'un des cas les plus célèbres est celui de l'expédition Franklin, bien qu'elle ait eu lieu dans les glaces de l'Arctique, territoire où la présence britannique visait à affirmer une suprématie scientifique et maritime. 2 navires entiers, le HMS Erebus et le HMS Terror, disparurent dans les banquises en 1845 avec plus de 100 hommes à bord. Officiellement, ils périrent à cause du froid, de la faim et du scorbut. Mais des témoignages autochtones, recueillis des décennies plus tard, parlent de survivants errant dans les neiges, amaigris, hantés par une folie étrange. Certains récits mentionnent même des rituels désespérés, des silhouettes vêtues de haillons, se livrant à des pratiques impensables pour tenter de survivre. Était-ce seulement la faim, ou y avait-il autre chose, une présence dans ces glaces que l'Empire préféra taire? Plus au sud, en Afrique, d'autres disparitions marquèrent les esprits. En 1893, un convoi britannique traversant le Congo belge voisin disparut mystérieusement à la frontière du Nigeria colonial. 20 hommes, des officiers et des porteurs locaux, s'évanouirent sans laisser la moindre trace. Leurs tentes furent retrouvées intactes, les armes posées, les vivres encore emballés. Mais pas un seul corps, pas une seule empreinte ne fut retrouvée au-delà du campement. Des témoins affirmaient avoir entendu, la nuit précédente, des tambours qui semblaient résonner des profondeurs de la jungle. Les rapports officiels parlèrent d'une fuite des porteurs suivis d'un massacre. Mais les officiers britanniques disparus, eux, ne furent jamais retrouvés. Certains murmurent qu'ils avaient franchi une limite invisible, pénétré dans un territoire interdit que les cartes ne pouvaient représenter. En Inde, les récits de disparition se multipliaient également. Dans le Bengale, au tournant du XXe siècle, une petite garnison fut retrouvée vide, sans trace de lutte. Les armes étaient soigneusement rangées, les uniformes pliés, les repas encore chauds sur la table. Pas un seul soldat ne fut retrouvé. Les habitants du village voisin racontaient que, la veille, des chants étranges avaient été entendus près de la rivière, comme si une procession invisible avait traversé les lieux. Les autorités coloniales parlèrent de désertion collective. Mais comment expliquer l'absence de traces? Et pourquoi aucun des disparus ne réapparut jamais, ni en Inde, ni ailleurs? En Australie, les colons britanniques découvrirent aussi que certaines terres semblaient avaler les hommes. Plusieurs explorateurs envoyés à l'intérieur du continent disparurent corps et biens. Le plus mystérieux fut l'expédition de Harold Lassiter en 1930 à la recherche d'une mine d'or perdue dont parlaient les légendes locales. On retrouva son journal, abandonné au milieu du désert, où il décrivait avoir aperçu des structures étranges, comme des pierres taillées formant un couloir au milieu du sable. Sa dernière note se terminait par ces mots « Il m'observe ». Personne ne sut jamais qui étaient ces « ils ». Était-ce une hallucination causée par la chaleur, ou avait-il découvert quelque chose que l'Empire préféra garder secret? Mais parmi toutes ces disparitions, certaines touchaient directement les figures de l'élite britannique. Lord Carnarvon, par exemple, célèbre pour avoir financé la découverte de la tombe de Toutankhamon, trouva une mort brutale en Égypte, peu après l'ouverture du tombeau. Officiellement, ce fut une piqûre de moustique infecté. Mais sa disparition soudaine alimenta l'idée d'une malédiction, renforcée par la série d'accidents mortels qui frappa d'autres membres de l'expédition. Les autorités impériales firent tout pour minimiser l'affaire, mais dans l'imaginaire populaire, elle prit une ampleur incontrôlable. Et si certains savoirs, certains lieux, étaient protégés par des forces que ni les canons ni la science britannique ne pouvaient dompter? Enfin, il y a les disparitions dont on ne parle presque jamais, celles qui concernent des communautés entières. Dans certaines régions reculées d'Afrique de l'Est, des villages alliés aux Britanniques furent signalés comme ayant disparu sans laisser de traces, comme s'ils avaient été effacés de la surface de la Terre. Les rares rapports existants, classifiés puis perdus, mentionnent des incendies sans flammes, des nuits où le ciel s'illumina d'une lueur étrange avant que le silence total ne tombe sur la région. Était-ce une catastrophe naturelle, une épidémie fulgurante, ou autre chose que l'Empire préféra effacer de ses mémoires officielles? Ces disparitions, éparpillées à travers le monde colonial, composent une toile d'ombre qui semble contredire la narration triomphante de l'Empire. Car elle rappelle une vérité dérangeante. Même au sommet de sa puissance, le pouvoir britannique ne contrôlait pas tout. Certaines forces, qu'elles soient naturelles, humaines ou surnaturelles, échappaient à son emprise. Et peut-être est-ce là le plus grand mystère.
non pas seulement la disparition de ces hommes, de ces navires ou de ces villages, mais le silence qui suivit. Car ce silence, soigneusement entretenu, servait peut-être à masquer une fragilité insupportable pour l'Empire. L'idée qu'au-delà de ces cartes, de ces drapeaux et de ces armées, existaient des zones d'ombre où il n'avait jamais régné et où il ne régnerait jamais.